L'histoire de l'art n'est pas homogène. La difficulté à juger généralement du progrès de l'art est liée à la structure de son histoire. Celle-ci n'est pas homogène. On peut tout au plus créer des séries successives et continues qui par la suite sont fréquemment rompues sous la contrainte sociale, laquelle peut être également une contrainte à l'adaptation. Les développements artistiques continus ont toujours eu besoin jusqu'à aujourd'hui de conditions sociales relativement constantes. Les continuités du genre se déroulent parallèlement à la continuité et à l'homogénéité sociale. On peut admettre que dans le comportement du public italien vis-à-vis de l'opéra, des néo-napolitains jusqu'à Verdi et peut-être jusqu'à Puccini, il n'y eut pas trop de changements et une continuité semblable des genres caractérisée par une évolution, dans une certaine mesure logique en soi. Des moyens, des interdictions devraient être constatés dans la polyphonie de la fin du Moyen-Âge. La correspondance entre des déroulements clos et historiques dans l'art et des structures sociales qui peuvent être statiques traduit l'étroitesse de l'histoire des genres lors de transformations sociales abruptes, comme la prétention d'une bourgeoisie montante à s'ériger en public. Les genres et les types stylistiques se modifient brutalement. La musique de la basse continue, primitive jusqu'à la régression dans ses débuts, supplanta la polyphonie hautement développée des Italiens et des Hollandais, et sa puissante reprise chez Bach fut, après sa mort, mise à l'écart pour des décennies sans laisser de traces. Il ne peut être question d'une transition d'une œuvre à l'autre que si on la conçoit par bon. La spontanéité, la pénétration dans l'insaisissable, inséparable de l'art, n'aurait sinon aucune place et l'histoire de l'art serait mécaniquement déterminée. Cela s'étend jusqu'à la production d'artistes particuliers importants. Leur lignée est souvent interrompue, non pas seulement chez de prétendues natures protéiformes, qui s'appuient sur des modèles changeants, mais également chez les natures les plus éclectiques. Elles présentent parfois des antithèses radicales par rapport à ce qu'elles ont déjà réalisé, soit parce qu'elles considèrent comme épuisées les possibilités d'un type dans leur production, soit préventivement contre le danger de pétrification et de répétition. Chez maints artistes, la production se déroule précisément comme si le nouveau voulait rattraper ce que la production antérieure, en se concrétisant et donc aussi en se limitant constamment, dut refuser. Aucune œuvre particulière n'est ce que célèbre l'esthétique traditionnelle, à savoir totalité. Chacune est aussi insuffisante qu'incomplète, extraite de son propre potentiel, et cela s'oppose à la suite directe, si l'on fait abstraction par exemple de certaines séries dans lesquelles certains peintres particuliers tentent jusqu'au bout une conception en fonction de ses possibilités d'évolution. Mais cette structure discontinue n'est pas plus nécessaire causalement qu'elle n'est contingente et disparate. S'il n'existe pas de transition d'une œuvre à l'autre, leur succession est cependant conditionnée par l'unité du problème. Le progrès, la négation de ce qui existe par de nouveaux commencements, a lieu à l'intérieur de cette unité. Les problèmes, soit qu'ils n'aient pas été résolus par les œuvres antérieures, soit qu'ils naissent de leur propre solution, attendent d'être traités, et cela nécessite parfois une rupture. Toutefois, même l'unité du problème n'est pas une structure générale de l'histoire de l'art. Les problèmes peuvent être oubliés. Des antithèses historiques dans lesquelles la thèse n'est plus dépassée peuvent se constituer. On peut apprendre ontogénétiquement combien peu le progrès de l'art est continu sur le plan phylogénétique. Les novateurs sont rarement plus maîtres du plus ancien que leurs prédécesseurs. Ils en sont souvent moins maîtres. Aucun progrès esthétique n'a lieu sans oubli. C'est pourquoi aucun n'existe sans une quelconque régression. Brecht a érigé l'oubli en programme à partir des motifs d'une critique culturelle, qui, avec raison, suspecte la tradition de l'esprit en tant que chaîne dorée de l'idéologie. Des phases d'oubli et complémentairement des phases de réapparition de ce qui fut longtemps interdit, comme chez Brecht, la réapparition de la poésie didactique, s'étendent manifestement moins aux œuvres particulières qu'au genre. De même, les tabous, comme celui qui touche aujourd'hui la poésie subjective et surtout érotique, qui jadis était une expression d'émancipation. La continuité ne peut vraiment être construite qu'à partir d'une très grande distance. L'histoire de l'art présente plutôt des nodosités, tandis qu'il peut toujours être question d'histoire partielle des genres, de la peinture paysagiste, des portraits, des opéras. Il est impossible de la charger à l'excès. Cela se vérifie de manière frappante par la pratique des parodies et des contrefaçons dans la musique ancienne. Dans l'œuvre de Bach, la méthode de composition, c'est-à-dire la complexion et la densité de la composition musicale, est véritablement progressiste,
plus essentiel que le fait qu'il compose de manière profane ou religieuse pour la voix ou les instruments. Le nominalisme agit dans cette mesure rétroactivement sur la connaissance de l'art ancien, l'impossibilité d'une construction univoque de l'histoire de l'art et le caractère fatal du thème du progrès, que celui-ci existe ou non, ont leur source dans le caractère ambigu de l'art, comme élément encore socialement déterminé dans son autonomie et élément social. Lorsque le caractère social de l'art l'emporte sur le caractère autonome, lorsque sa structure immanente contredit de manière éclatante les rapports sociaux, son autonomie est sacrifiée en même temps que la continuité. Le fait que l'histoire de l'esprit ignore cela de manière idéaliste constitue l'une de ses faiblesses. Le plus souvent, lorsque la continuité se rompt, les rapports de production l'emportent sur les forces productives. Il n'y a aucun motif à admettre un tel triomphe de la société. L'art est médiatisé par la totalité sociale. Cela signifie par la structure sociale dominante du moment. Son histoire ne s'organise pas linéairement à partir de causalités particulières. Aucune nécessité univoque ne conduit d'un phénomène à l'autre. Elle ne peut être appelée nécessaire qu'eu égard à la tendance sociale globale, non pas dans ses manifestations singulières. Sa construction compacte, décrétée d'autorité et la croyance en l'incommensurabilité géniale des œuvres isolées qui les dérobent au domaine de la nécessité sont également fausses. Il est impossible de concevoir une théorie de l'art dépourvue de contradictions. L'essence de l'histoire de l'art est en soi contradictoire. Progrès et maîtrise du matériau. Il est incontestable que les matériaux historiques et leur maîtrise, la technique, progressent. Des découvertes comme celle de la perspective en peinture et de la polyphonie en musique en sont les exemples les plus évidents. En outre, le progrès ne peut être nié même à l'intérieur de procédures techniques établies, dont il est l'élaboration conséquente. Il en est ainsi de la différenciation de la conscience harmonique, de l'époque de la basse continue jusqu'au seuil de la musique moderne, ou bien du passage de l'impressionnisme au pointillisme. Toutefois, ce progrès évident n'est pas pour autant purement et simplement un progrès de la qualité. Seule la cécité peut contester ce que dans la peinture de Giotto et de Cimabue, jusqu'à Piero della Francesca, les moyens se soient trouvés enrichis, mais en conclure que les tableaux du dernier sont meilleurs que les fresques d'Assise serait du pédantisme, tandis qu'il est possible, à propos d'une œuvre isolée, de poser la question de sa qualité et d'en juger, et que dans le jugement porté sur des œuvres diverses, sont également impliquées des relations de l'une à l'autre. Ces appréciations se transforment en pédantisme anti-artistique dès que l'on établit les comparaisons sous la forme du ceci est meilleur que cela. Ces controverses tombent sous le coup du galimatia culturel. De même que les œuvres se détachent l'une de l'autre par leur qualité, elles sont cependant en même temps incommensurables. Elles ne communiquent entre elles que de manière antithétique. Une œuvre est l'ennemi mortel de l'autre. Elles ne deviennent comparables qu'en se niant et en réalisant leur mort par leur vie. Il est difficile d'établir, sauf in concreto, les traits archaïques et primitifs qui proviennent des procédés techniques et ceux qui procèdent de l'idée objective de la chose. On ne distingue les deux qu'arbitrairement. Les insuffisances elles-mêmes peuvent être révélatrices et des qualités éminentes peuvent porter préjudice au cours de l'évolution historique, au contenu de vérité. L'histoire de l'art est à ce point antinomique. Il est certain que la structure sous-cutanée des œuvres instrumentales les plus importantes de Bach ne put apparaître que grâce à une palette orchestrale qu'il n'avait pas à sa disposition. Il serait cependant absurde de vouloir souhaiter à des tableaux du Moyen-Âge la maîtrise de la perspective qui supprimerait leur expression spécifique. Les progrès peuvent être dépassés par le progrès. La diminution et enfin la disparition totale de la perspective dans la peinture moderne engendre des correspondances avec la peinture pré-perspectiviste qui place le passé primitif au-dessus des stades intermédiaires. Mais si l'on veut présentement des méthodes très primitives et dépassées, si l'on révoque et frappe d'interdit le progrès de la maîtrise du matériau dans la production contemporaine, ces correspondances dégénèrent elles-mêmes en béotisme. Mais même la maîtrise progressiste du matériau ne s'obtient parfois qu'au prix d'une perte de domination de ce matériau. La connaissance précise des musiques exotiques, autrefois rejetées comme primitives, montre que la polyphonie et la rationalisation de la musique occidentale, deux choses inséparables, qui lui conférèrent toute sa richesse et sa profondeur, émoussèrent le pouvoir de différenciation présent dans les infimes variations rythmiques et mélodiques de la monodie. Cette rigidité de la musique exotique, monotone pour des oreilles européennes, constitue manifestement la condition de cette différenciation.
La pression rituelle a renforcé la faculté de différenciation à l'intérieur de l'étroit domaine qu'il a toléré, tandis que la musique européenne, sous une pression moindre, avait moins besoin de ces correctifs. Raison pour laquelle elle seule a vraiment atteint une complète autonomie, celle de l'art. La conscience qui lui est immanente ne peut plus s'en échapper et s'étendre à volonté. Il est indéniable qu'un pouvoir de différenciation plus subtil, lequel est toujours un aspect de maîtrise esthétique du matériau, est lié à la spiritualisation, corrélat subjectif d'une disponibilité objective, aptitude à sentir ce qui est devenu possible. Et l'art devient par là plus libre de protester contre la maîtrise du matériau elle-même. L'arbitraire dans l'involontaire est une formule paradoxale pour désigner la résolution possible de l'antinomie de la domination esthétique. La domination du matériau implique la spiritualisation qui, aussitôt en tant qu'émancipation de l'esprit, vis-à-vis de son autre, menace à nouveau de disparaître. L'esprit esthétique souverain possède plutôt une tendance à se communiquer qu'à amener la chose au langage, comme cela suffirait à la pleine idée de spiritualisation. Le prix du progrès est inhérent au progrès lui-même. Le symptôme le plus grossier de ce prix, le déclin de l'authenticité et du caractère obligatoire, le sentiment croissant de contingence, est immédiatement identique au progrès de la maîtrise du matériau, en tant qu'élaboration complète et croissante de l'œuvre particulière. Il n'est pas certain que cette perte soit effective ou apparente. Un lied du voyage divers peut apparaître plus authentique à la conscience naïve, comme à celle de l'amateur de musique, qu'un lied de Webern, comme si dans le premier cas Schubert avait atteint quelque chose d'objectif, et que dans le second cas, le compositeur avait limité le contenu à une expérience purement individuelle. Mais cette distinction pose des problèmes. Dans les œuvres de la dignité de celle de Webern, la différenciation qui, pour une oreille non avertie, porte préjudice à l'objectivité du contenu, se confond avec la capacité progressive d'obtenir une élaboration plus complète et plus précise, de libérer l'œuvre du reste du schématisme, et cela porte précisément le nom d'objectivation. Dans l'expérience intime de l'art moderne authentique, le sentiment de contingence qui la provoque disparaît tant qu'on ressent comme nécessaire un langage qui ne soit pas simplement éliminé par un besoin subjectif d'expression, mais le soit grâce à lui dans le processus d'objectivation. Les œuvres d'art en soi ne sont évidemment pas indifférentes à la transformation de leur caractère obligatoire en monade. On ne peut pas expliquer le fait qu'elles semblent devenir plus indifférentes simplement à partir d'une diminution de leur impact social. Certains éléments montrent que les œuvres perdent leur coefficient de friction en se tournant vers leur pure immanence, perdent un moment de leur essence, deviennent même plus indifférentes en soi. Toutefois, le fait que des tableaux radicalement abstraits puissent être exposés dans des galeries sans provoquer d'irritation ne justifie aucunement une restauration de l'art figuratif qui plaît a priori, même si l'on choisit Che Guevara afin d'obtenir une réconciliation avec l'objet. Le Che. Finalement, le progrès n'est pas seulement un progrès de la domination du matériau et de la spiritualisation, mais également un progrès de l'esprit au sens hegelien, ainsi qu'un progrès de la conscience de sa liberté. On peut discuter à l'infini la question de savoir si la domination du matériau chez Beethoven est un progrès par rapport à celle de Bach. L'un et l'autre maîtrisent parfaitement le matériau dans des dimensions différentes. La question de savoir lequel des deux est supérieur à l'autre est oiseuse. Ne l'est pas en revanche le fait de constater que la voie du sujet arrivée à maturité, émancipation du mythe et réconciliation avec celui-ci, c'est-à-dire le contenu de vérité, a plus évolué chez Beethoven que chez Bach. Ce critère supplante tous les autres.